L'un de leurs objectifs les plus anciens était de développer un moyen d'induire l'amnésie. Ils voulaient pouvoir interroger les agents d'espionnage ennemis de manière à ce que ni les agents ni leurs supérieurs ne sachent qu'ils avaient été compromis, et ils voulaient pouvoir nettoyer les souvenirs de leurs propres agents après certaines missions et surtout lorsqu'ils partaient à la retraite. Ils étaient également intéressés par la simple destruction, comme pour les autres affaires qui rendaient l'amnésie si attrayante. Ils voulaient qu'ils puissent s'en tirer avec un meurtre sans laisser de traces. Un expert médical ou scientifique apparent dont l'identité a été supprimée des documents a suggéré que l'agence pourrait tuer un homme en le plaçant dans une petite pièce étanche à l'air avec un morceau de glace sèche. Dégageant du gaz carbonique étouffant, il a également proposé de réduire la température corporelle de la victime en dessous de zéro ou de l'exposer à une dose mortelle de rayons X, où il dit il y avait deux techniques qui ne nécessitaient aucun équipement spécial: étouffer la victime avec une thé d'oreiller ou l'étrangler avec une serviette de bain. Pour tenter de développer des moyens d'administrer subrepticement des drogues mortelles et psychotropes à travers des vêtements épais comme une veste en cuir, ils ont essayé de petits pistolets, pulvérisateurs et des injecteurs en forme de crayon. Ils ont mené des entretiens avec des scientifiques, des médecins et des membres d'autres agences de renseignement du monde entier. Ils ont étudié l'écriture du psychologue qui a travaillé avec Adolf Hitler, se sont interrogés sur l'utilisation de l'occulte et de la psychiatrie noire, et bien sûr se sont penchés sur leur propre courant des données de renseignement. Un agent a signalé qu'un gang de confession était arrivé à Shanghai et sans l'utilisation de la torture ou des drogues à l'ancienne, pouvait obtenir toute confession de son choix. Dans un cas, selon le rapport de la Chine, le prisonnier n'a pas été autorisé à fermer les yeux pendant 26 jours. La plupart des idées envisagées par la CIA ne sont jamais sorties de la planche à dessin. Pendant quelques années, au début des années 50, cependant, l'agence disposait d'une ou deux équipes d'interrogation spéciales qui partaient en mission opérationnelle en Europe et en Asie. Une équipe était censée se composer d'un psychiatre, d'un hypnotiseur et d'un interrogateur et devait obtenir des informations grâce à l'utilisation de drogue et à l'hypnose. Source. Les études sur le contrôle de l'esprit avaient des origines dans le procès de Mindszenty. NewYorkTimes.com. Mind Control Studies had origins in trial of Mindszenty. Camp en Chine. La Chine a construit un vaste réseau de camps d'internement extrajudiciaires dans la région occidentale du Xinjiang, où les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes sont obligés de renoncer à leur culture et à leur religion et sont soumis de force à un endoctrinement politique. Après avoir longtemps nié l'existence des camps, le gouvernement les appelle désormais des centres de formation bénins, qui enseignent le droit, le mandarin et les compétences professionnelles. Une affirmation qui a été exposée comme un euphémisme malhonnête et une tentative de détourner les critiques de violations flagrantes des droits de l'homme. Mais les camps en particulier, leur ambition de recabler les gens, révèlent une logique familière qui a longtemps défini la relation de l'État chinois avec son public. Une approche paternaliste qui pathologise la pensée et les comportements déviants, puis tente de les transformer avec force. Par exemple, les détenus sont souvent isolés à leur arrivée en prison, puis réintégrés progressivement dans le groupe. Ils sont lentement contraints d'obéir au personnel pénitentiaire, aux chefs de cellules ressemblant à des voyous et aux prisonniers réformés. Diverses tactiques sont déployées à cette fin, à la fois des incitations, plus de nourriture, de sommeil ou de contact humain, et des punitions, privations, torture, ostracisation. L'expérience de la honte, de la culpabilité, du remords et de la confession est censée provoquer la conversion et le renouveau des prisonniers. Ce processus est intentionnellement destructeur. Il est, a expliqué le philosophe contemporain Tu Wemmink, un voyage nécessaire de douleur et souffrance dans la poursuite du progrès humain. En théorie, la dureté du processus était censée être tempérée par le désir volontaire de s'améliorer et par l'expression de l'empathie envers les personnes qui échouaient. Mais les apparatchiks du PCC, dans leur quête d'autoritarisme, ont écarté ces facteurs atténuants. Leurs efforts de forge reposent en grande partie sur la coercition plutôt que sur la persuasion morale.
et leurs méthodes, souvent impitoyables, ont tué des dizaines de millions de citoyens chinois au fil des ans. Beaucoup de personnes que le PCC a tenté de réformer ont été soumises à des sanctions administratives, plutôt qu'à des poursuites pénales et placées dans des camps où elles ont subi une rééducation par le travail. Lao Jiao. Le système Lao Jiao a été officiellement aboli en 2013 après avoir été critiqué pour violation des droits individuels, mais la rééducation se poursuit aujourd'hui. Et pas seulement au Xinjiang, sous le couvert d'une formation juridique et morale obligatoire ou d'une tutelle, l'ordinaire et le célèbre peuvent y être soumis, souvent contre leur gré sans recours juridique. Dans les années 1960, le psychiatre Robert G. Lifton appelait le contrôle de la pensée à la chinoise, avec sa croyance dogmatique en la vérité absolue et sa compulsion à réparer l'incorrigible, totalitarisme idéologique. Totalisme idéologique. Comme l'a noté Lifton, le totalisme idéologique en Chine n'est pas un processus continu, mais un phénomène cyclique. Pourtant, le totalisme idéologique semble contenir les germes de sa propre destruction. Cela coûte cher, il encourage les abus de pouvoir de la part des responsables locaux du parti, qui récoltent des récompenses pour maintenir la stabilité. Ces abus portent atteinte à la fois à l'état de droit et à la confiance sociale. Au fil du temps, le totalisme idéologique risque de ronger la légitimité de l'État, et une fois que le public commence à perdre confiance dans le gouvernement et cesse de s'identifier à lui, a écrit le chercheur chinois Yanrong, la panique s'installe et le chaos social complet se déchaîne. C'est l'insécurité fondamentale du régime, la peur de la rébellion et finalement du démembrement de la Chine qui l'enfonce de plus en plus profondément dans la vie privée de ses citoyens, les aliénant seulement. La répression des Ouïghours au Xinjiang n'est que la manifestation extrême de la recherche virulente et insoutenable du PCC pour un contrôle total. Source. Le contrôle mental en Chine a une très longue histoire par James Lebold, NewYorkTimes.com, China, Re-Education, Mind Control, Xinjiang. Le président, en 1965, le président George W. Beadle de l'Université de Chicago a mis en garde contre toute altération de l'évolution biologique de l'homme, comme cela se fait déjà régulièrement avec les plantes et les animaux. La base de ces avertissements est bien sûr les progrès fantastiques qui sont réalisés en biologie moléculaire. La compréhension croissante de la façon dont les acides nucléiques ADN et ARN contrôlent la transmission de l'hérédité de génération en génération est maintenant complétée par la connaissance de la façon dont ces composés et d'autres contrôlent apparemment de nombreuses fonctions vitales du cerveau, y compris la mémoire et l'apprentissage. Les scientifiques savent déjà comment effacer les souvenirs des poissons rouges et comment améliorer l'apprentissage chez les rats. Un scientifique de l'université de Yale a montré qu'il pouvait contrôler des aspects importants du comportement des singes en implantant des récepteurs radio dans leur cerveau, puis en envoyant des signaux auxquels les singes répondent avec une rapidité effrayante. La probabilité est que ce qui ne peut être fait avec les poissons rouges, les rats et les singes peut probablement l'être aussi aux êtres humains. Il est encore temps pour les hommes libres dans les sociétés démocratiques de s'attaquer aux problèmes posés par ces avancées scientifiques et de trouver les moyens de contrôler les résultats. Mais ce temps ne doit pas être perdu si ces nouvelles capacités doivent être exploitées au profit de sociétés libres plutôt que perverties pour les détruire et asservir le citoyen. Source. Contrôler l'esprit, article du New York Times du 29 décembre 1965. Kobe humain. Nous venons d'observer à travers les précédents sujets qu'il y a de l'abus sur l'être humain, beaucoup étant copés sans donner le moindre consentement libre et éclairé. Nous allons maintenant analyser d'autres méthodes pour faire des expérimentations sur l'humain. S'il est une chose que l'histoire de l'expérimentation sur les humains nous a apprise, des sanglantes vivisections du premier millénaire à l'étude de Tuskegee sur la syphilis, c'est que les plus pauvres et les moins puissants d'entre nous sont indiscutablement les plus exposés au risque d'abus. Depuis des décennies, les fabricants de médicaments avisés présentent leurs nouveaux produits à grand renfort de publicité, mais ils organisent dans le plus grand silence les expériences requises pour leur élaboration. Et pendant que les opinions des uns et des autres s'expriment sur les bienfaits ou les méfaits au sujet des produits de la recherche médicale, sur le prix des médicaments qui payent la facture, quels sont ou seront les effets secondaires,
le grand business des nouveaux produits fait son chemin. Selon USA Today, les grands fabricants de produits pharmaceutiques GlaxoSmithKline, Wyeth et Merck, qui conduisent d'ores et déjà 30 à 50% de leurs expériences à l'extérieur des États-Unis et de l'Europe occidentale, prévoient de porter la part de leurs essais réalisés à l'étranger à 70%. Et tandis qu'aux États-Unis, le nombre de médecins investigateurs a diminué de 11% entre 2001 et 2003, à l'étranger, dans le même temps, il a augmenté de 8%, selon l'étude réalisée en 2005 par le Tufts Center for Drug Development. La délocalisation de la recherche pharmaceutique commence à s'accélérer, écrit le Washington Post en mai 2005. Source. Julie Schmidt. Cost regulations move more drug test outside USA. USA Today, 16 mai 2005. Mark Kaufman. Clinic trials of drugs fever study says. Report also notes decline in number of principal investigators in US. Washington Post, 4 mai 2005, A2. Pour mener un essai clinique, il est bien évidemment essentiel de recruter des participants. Or, cette tâche s'avère de plus en plus compliquée. Le nombre d'études augmente, tout comme le nombre de patients requis par étude. Mais le recrutement de nouveaux patients s'avère complexe. Depuis 2014, la Commission européenne a rendu obligatoire la déclaration de toute nouvelle recherche clinique ainsi que ses résultats sur la base informatique clinicaltrials.gov afin d'améliorer la transparence de la recherche. Ce site recense donc l'ensemble des études cliniques. Les principaux fournisseurs de soins de santé envisagent d'utiliser leur base de données sur les patients pour le recrutement des essais cliniques. Ces nouvelles pratiques associées à des activités traditionnelles et non traditionnelles de promotion d'essais cliniques tels que la publicité, les campagnes de médias sociaux, l'engagement de groupes de soutien aux patients et les conseillers en recrutement devraient contribuer à accroître la participation des patients aux essais cliniques. Les analyses des changements dans le nombre et la répartition des essais cliniques à travers le monde de 2006 à 2012 dévoilent des évolutions non soupçonnées. En effet, les effets cliniques se délocalisent. Ils sont ainsi moins menés en Amérique centrale, Amérique du Sud, dans le nord de l'Asie ainsi que la région Pacifique, mais s'intensifie en Asie de l'Est et au Japon. La mondialisation des essais cliniques réalisés par les laboratoires au cours des 17 dernières années n'est pas inattendue. Le coût et la concurrence rencontrés lors d'essais aux 72 États-Unis. Il y a un problème. Le coût, je vais relire, le coût et la concurrence rencontrés lors d'essais aux États-Unis et dans l'UE sont devenus des facteurs limitants. De nombreuses entreprises biopharmaceutiques cherchent de nouvelles destinations pour des études qui offrent des possibilités de raccourcir la durée de l'essai clinique et de réduire le coût par sujet. Source. Université Toulouse 3. Paul Sabatier, Faculté des sciences pharmaceutiques, année 2017, thèse 2017, tout 3, 2091, thèse pour le diplôme d'état de docteur en pharmacie, présentée et soutenue publiquement par Mélanie Mellerin. Aujourd'hui en Grande-Bretagne, comme en France, la plupart des essais dits de phase 1 sont sous-traités par les grandes firmes pharmaceutiques à des structures privées, les CRO, Contract Research Organization, souvent performantes mais qui agissent vite et sans beaucoup de contrôle. L'étude de phase 1 n'est pas là pour tester l'efficacité des médicaments, mais leur toxicité. Avant d'être mise sur le marché, une nouvelle molécule se doit de ne pas être dangereuse. Il s'agit de respecter le principe de la médecine, ne pas nuire, inscrit dans le serment d'Hippocrate. Un grand nombre de ces volontaires sont des étudiants qui font des essais pour payer leurs études. Les effets de la politique due au coronavirus 2019 va accentuer la précarité des étudiants. Certains vont même se retrouver sous la dette de leur crédit. Certainement que cela va accélérer l'acceptation de participer aux expérimentations pharmaceutiques. En France, cela ne peut pas être un métier, le plafond annuel d'indemnité ne devant pas dépasser 4 500 €. Le volontaire n'a pas le droit, par exemple, de participer à plusieurs essais en même temps. Le promoteur doit de son côté répondre à un cahier des charges précis
En particulier, prouver l'innocuité de ces nouvelles molécules sur les animaux et en laboratoire. Toute disposition réglementaire concernant les essais cliniques a l'obligation de respecter les principes de la déclaration d'Helsinki d'après l'article 10. Les protections garanties par la présente déclaration aux personnes impliquées dans la recherche ne peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou réglementaire, nationale ou internationale. Pour mener à bien ce type d'essai, un des repères est le consentement libre et éclairé de la personne. Comment le recueillir quand celle-ci n'a pas toute sa tête? Va-t-on demander à sa famille ou à ses proches de le donner à sa place? Qui peut exprimer ce qui est mieux pour une personne que cette dernière? En France, une loi a été instaurée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades pour donner la possibilité de désigner une personne de confiance. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.